concours d'entrée en première année de l'ensemble pour l'année 2020. La loi d'attraction universelle appliquée à deux corps de masse M1 et M2 dans les centres à la distance D s'écrit F est égal à G M1 M2 sur D au carré, où G c'est une constante égale à 6,67 10-11 système international. La question numéro 1, exprimer l'accélération de la pesanteur G0 au niveau de sol en fonction de grand G de R, le rayon de la Terre, et de la masse grand M de la Terre, s'est posé, concentré en son centre. Donc, ça c'est la partie rédaction. Donc, on a F est égal à G M1 M2 sur D au carré. Donc, on va prendre M1 est égal à la masse du corps, M2 c'est la masse de la Terre, et D c'est le rayon. Donc, on va tout simplement écrire la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique. On a donc la force d'attraction, donc G, M, grand M sur R au carré est égal à mg0. On simplifie par M, on va trouver que G0 est égal à grand G qui multiplie M sur R au carré. La question numéro 2, sachant que R est égal à 6400 km, donc calculer la masse de la Terre. On donne G0 à peu près égal à 10 mètres par seconde carré. Donc, en vertu de cette équation-là, G0 est égal à grand G fois grand M sur R au carré, c'est-à-dire que M est égal à G0 R au carré sur G. Donc, tout simplement, on va remplacer ces termes par leur valeur. On va trouver que M est à peu près égal à 6, 10 à la puissance 24 kg. La question numéro 3, donc exprimée en fonction de G0, R et Z, l'intensité G de la pesanteur à l'altitude Z. C'est-à-dire, si le corps se trouve à une altitude Z, mesurée par rapport au niveau du sol, c'est pas au niveau du centre. C'est-à-dire Z commence ici. Donc on a R, puis on a Z. C'est-à-dire que la distance séparant le corps qui gravite autour de la Terre se trouve à une distance R plus Z. Donc, on a F à l'altitude Z, c'est G petit m fois grand M sur R plus Z au carré, qui est égal à M GZ. On simplifie par M, donc GZ est égal à grand G fois M sur R plus Z au carré. Donc on va multiplier par R au carré le numérateur et le dénominateur. On aura donc grand G MR carré sur R carré R plus Z au carré. C'est-à-dire que grand G M sur R carré, ça c'est R sur R plus Z de tout au carré. Ça c'est G0. Donc G de Z est égal à G0 facteur de R sur R plus Z de tout au carré. La question numéro 4, on suppose que Z est très négligeable devant R, c'est-à-dire que 1 sur 1 plus x au carré, il est sensiblement égal à 1 moins 2x. Donc on veut l'accélération Gz si Z est négligeable devant R. Donc,
montrer que z, c'est une fonction linéaire de z. Donc, on a z est égal à G0 facteur de R sur R plus Z au carré. On va mettre ici R en facteur. On aura donc G0 sur R facteur de 1 plus Z sur R au carré. On simplifie par R, il reste G0 sur 1 plus Z sur R. Donc ça nous donne G0 qui multiplie 1 sur 1 plus Z sur R. Or, Z elle est négligeable devant R, c'est-à-dire qu'on va appliquer tout simplement cette relation. Donc ça nous donne à peu près 1 moins 2 Z sur R. D'où Gz est égal à G0 facteur de 1 moins 2Z sur R, c'est-à-dire est égal à moins 2 G0 RZ plus G0. Donc ça, simplement, donc Gz, c'est une application linéaire en fonction de Z. La question numéro 5, un satellite artificiel de masse petite n évolue à très haute altitude, où la valeur de G est celle trouvée à la question 3. En décrivant un cercle concentrique à la Terre dans le plan de l'équateur. Donc la question numéro 1, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse du satellite en fonction de G0, le R et le Z. Donc, on a la seule force exerçant, c'est la force terrestre. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique au satellite qui gravite autour de la Terre, on va prendre un repère. Donc ça c'est tangentiel et ça c'est normal. Donc on a F est égal à M à G. Donc ça c'est F, c'est-à-dire c'est la force de gravitation. Donc par projection sur les axes S de T et Sn, donc sur cet axe, il n'y a pas de force. Tout simplement ça c'est il tourne. Ça, c'est une force d'attraction. Ici, il y a attraction. Ici, il n'y a rien. Donc ça, c'est 0 est égal à m à t. Et at, c'est la dérivée de v par rapport au temps. La partie centrale, donc on a donc g petit m fois grand M sur R plus Z au carré est égal à M à N. Et à N ici est égal à V au carré sur R plus Z. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force centripète, ou bien la force centrale. Donc la première équation, ça nous donne V est égal à une constante. Et la deuxième équation, ça nous donne V au carré est égal à G grand M sur R plus Z. C'est-à-dire, tout simplement, on va multiplier par R au carré, comme avant. On va trouver que V est égal à racine de G0, R au carré sur R plus Z, c'est-à-dire est égal à R racine carrée de G0 sur R plus Z. La question B, calculer cette vitesse pour Z est égal à 36
km. Donc c'est une application numérique, c'est tout, de cette équation-là. Donc on a G0, on a le R, on a le Z, donc ça nous donne 3077 mètres par seconde. C'est quelle est la durée d'une révolution. L'exprimer en secondes et en heures, puis conclure. Donc la durée de révolution, c'est le temps mis pour faire un tour autour de la Terre. Donc on a, ça c'est la vitesse linéaire, ça c'est la vitesse angulaire. Donc la relation qui lie la vitesse linéaire aux vitesses angulaires, c'est cette équation-là. Et on a t, la période est égale à 2pi sur oméga. Donc on va sortir oméga ici, donc oméga est égal à V sur R plus Z, et on va la remplacer ici, donc on va trouver que T est égal à 2pi R plus Z sur V. On va enlever au carré, donc T au carré c'est 4pi au carré, R plus Z au carré sur V au carré. Donc c'est-à-dire 4pi au carré, R plus Z au carré, on va remplacer V au carré par son expression ici. Donc, on réarrange les termes, on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire, on va trouver que T est égal à 2pi racine carrée de R plus Z à la puissance 3 sur grand Gn. Donc ça, c'est l'expression de T. C'est l'expression d'une révolution. Donc cette expression-là, si on prend le carré ici, ça nous donne cette expression-là. Autrement dit, on voit que T au carré sur R plus Z à la puissance 3 est égal à une constante. Cette écriture s'appelle troisième loi de Kepler. Donc le carré de la période de révolution sur le rayon plus l'altitude à la puissance 3, s'il est égal à une constante, ça, il vérifie la troisième loi de Kepler. Pour les questions 6 et 7, on suppose que le centre de l'orbite circulaire est déplacé par rapport au centre de la Terre. Le point A de cette orbite
le plus rapproché à la Terre à une altitude ZA égale à 20 000 km. Le point B le plus éloigné à une altitude ZB égale à 36 000 km. La vitesse au point B est celle trouvée en 5B. Donc on prendra sur toute l'orbite une valeur constante de G est égale à celle calculée pour l'altitude Z est égale à 36 000 km. D'après la question 3, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, donc déterminer l'expression de la valeur de la vitesse au point A. Donc, on a, ça c'est la Terre, ça c'est le satellite, ça c'est le point A qui est le plus proche de surface de la Terre. Le B, c'est le point le plus éloigné. Donc ça c'est ZA, ça c'est ZB. Donc on a ZA, on a ZB, on a VB, on a G. Donc on va prendre la variation de l'énergie cinétique entre A et B. Donc delta EC de A à B, c'est le travail de la force, c'est-à-dire le travail du poids, P, entre A et B. Donc ça, c'est 1 demi 1 VB au carré, moins 1 demi 1 VA au carré, est égal à mg. Donc ça, c'est égal à mgz. Donc mgz, c'est mg facteur de R plus ZB moins R plus ZA. C'est-à-dire que 1 demi 1 VB au carré moins 1 demi 1 VA au carré est égal à mg. Donc on simplifie par le R, R reste ZB moins ZA. Donc on simplifie par le M, puis on va multiplier ça par 2, ça nous donne VB au carré moins VA au carré est égal à 2G facteur de ZB moins ZA. Donc ce qu'on veut, c'est VA. Donc VA, ce n'est rien d'autre que la racine de VB au carré moins 2G facteur de ZB moins ZA. La question numéro 7, on veut maintenant faire un calcul plus précis au point A. On tient alors compte de la variation de G en fonction de Z, sachant que la variation de l'énergie potentielle de la pesanteur correspondant à une variation D de Z est donnée par D, l'énergie potentielle, est égale à F fois dz, où F est le module de la force d'attraction à l'altitude Z. Déterminer donc l'expression de l'énergie potentielle de la pesanteur au PPZ à une altitude Z en fonction de G0, R, Z et M. Donc on prendra le niveau du sol comme référence, c'est-à-dire à ce point, l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc on a, donc OPP, Z c'est moins G, M. Puisque ça, c'est simplement ça, c'est cette écriture-là. Ça c'est cette partie-là. C'est D de F de Z, c'est F, D de Z, c'est F, D de Z. F, D de Z, puisque F, elle est égale à G
M grand M sur R plus Z au carré. C'est-à-dire que ça, c'est la fonction, donc sa primitive, c'est moins G, petit m sur R plus Z. Si on dérive ce terme-là, on va trouver ce terme-là. Donc, d'où OPP Z est égal à moins G, M, grand M, R plus Z, plus cette énergie qui est de référence, donc est égale à 0. Donc, tout simplement, il reste ce terme-là. On va multiplier encore par R au carré, le numérateur et le dénominateur. Donc, on va remplacer ça par G0. On va trouver que OPPZ est égal à moins MG0, facteur de R au carré sur R plus Z. Donc, c'est-à-dire, ça, si on dérive ça, la dérivée, on va trouver ça. La question numéro B, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer numériquement la vitesse de A. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc c'est ce terme-là plus ce terme-là. Donc ça s'écrit de cette façon-là. C'est-à-dire c'est 1 demi mv au carré moins g, puisque g0, on l'a remplacé par son terme général, donc c'est tout simplement est égal à... Donc ça c'est petit m. Donc puisqu'on a remplacé g0 par gm sur r au carré, on va trouver ce terme-là. Or, v au carré, elle est égale à ce terme-là. On a déjà calculé. C'est-à-dire, on va la remplacer ici. On va trouver que l'énergie mécanique est égale à 1 demi. V au carré, on va la remplacer par ce terme-là, moins ce terme-là. C'est-à-dire, est égal à moins 1 demi, ce terme-là. Et puisque l'énergie mécanique, elle est constante, c'est-à-dire que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. C'est-à-dire que cette expression-là au point A est égale à cette expression-là au point B. Donc après simplification, on va trouver que VA au carré est égal à VB au carré. C'est-à-dire que VA est égal à VB, est égal à 3077. Donc le point A et le point B ont même vitesse, malgré qu'ils sont situés à des altitudes différentes. L'exercice numéro 2. Un ressort AB de masse négligeable de constante de raideur K égale à 50 newtons par mètre est fixé par son extrémité à un point fixe. On accroche à l'extrémité B un corps solide assimilé à un point matériel de masse M égale à 50 grammes. Le solide S est écarté de sa position d'équilibre verticalement vers le bas, d'une longueur est égale à 5 mm. Déterminer l'expression puis la valeur numérique de la période T des oscillations du corps S.
Donc, on a un ressort accroché à un point A. Donc, on a ça, ce sont les données. Donc, on sait que, normalement, donc, on a, voici le ressort. Donc, voici le ressort. Voici le ressort. Ça, c'est L0. C'est la longueur à vide. Lorsqu'on accroche quelque chose ici, elle s'allonge de L. Et on a, donc ça, cette partie-là, c'est delta L. C'est-à-dire c'est L moins L0. Donc il est soumis à son poids P et la force de raideur T. Donc à l'équilibre, on a, puisque l'orientation elle est vers le bas, c'est-à-dire qu'on a mg moins k delta 0 égale à 0. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que, puisqu'on veut tout simplement la période, c'est-à-dire on a oméga 0 est égal à k sur m. Et on a la période est égale à 2pi sur oméga 0. Ça, c'est la pulsation du mouvement. Ça, c'est la période du mouvement. Donc, on a oméga 0 est égal à racine de k sur m, et t0 est égal à 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire qu'on va trouver cette expression-là. Donc avec une application numérique, on va trouver qu'il est égal à 0,2 secondes. À l'instant t égale à 0, le centre d'inertie G de la sphère passe par sa position d'équilibre G0 en allant vers le bas, dans le sens positif. On repère la position de G par son abscisse Y de t sur une droite d'origine G0, orientée vers le bas, donnée l'équation YT du mouvement. Donc ça, c'est l'étude dynamique. Donc on a le ressort, il est soumis au poids et la force d'attraction. Nous, on va essayer de tirer le ressort vers le bas, puis on lâche. Donc, on a P plus T est égal à M à G. Et puisque, donc on va projeter sur OY qui est dirigé vers le bas. C'est-à-dire qu'on a mg moins k delta L est égal à my seconde. Delta L, ici, c'est L0 plus y. Donc, ça nous donne mg moins k delta 0 moins ky est égal à my seconde. Ça est égal à 0. Ça, c'est la condition d'équilibre, ou bien ça, c'est l'étude statique. Donc, ça, c'est la condition d'équilibre. Donc, elle reste moins ky est égal à my seconde. Donc, on a cette équation-là, c'est-à-dire que y seconde plus k sur my égale à 0. Donc, ça, c'est la pulsation propre du système.
Donc, donner l'équation y de t du mouvement. Donc, ça, c'est l'équation différentielle. Cette équation différentielle a pour solution la fonction sinusoïdale. C'est-à-dire y de t est égal à ym cosinus de oméga 0 t plus phi. Donc, oméga 0, c'est du pi sur t0 plus phi. Donc, ça, c'est la solution de cette équation-là. Déterminer les instants de Tk pour lesquels l'énergie cinétique est maximale en fonction de T et K. Donc, on a y de t est égal à ym cosinus de 2pi sur t0 t plus phi. L'énergie cinétique est égale à 1 demi m mv au carré. Et v, c'est la dérivée de y de t au carré. Donc, c'est-à-dire qu'on va dériver cette expression-là, on va prendre le carré. Donc, l'énergie cinétique, elle est égale à 1 demi. Ce terme-là, qui est la dérivée au carré. Donc, ça au carré est égal à 1 demi, ym au carré, 4pi au carré sur t0 au carré, sinus carré de 2pi sur t0, t plus phi. Or, sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc, on va remplacer par 1 moins cos carré, puis on va entrer les termes ici. On va trouver qu'elle est égale à ça, c'est pas ça, c'est tout simplement ça, c'est y. Ça, c'est y de t. Donc, OC de t est égal à 2pi au carré sur t0 au carré, facteur de ym. Ça, c'est l'élongation maximale moins l'élongation au fil du temps. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique. Donc, pour que l'énergie cinétique soit minimale, il faut que y de t est égal à 0. Parce qu'il faut éliminer ce terme-là. Pour que tout simplement OC de t est égal à 2pi au carré sur t0 au carré, ym au carré. Donc, il faut éliminer ce terme-là. Donc, ceci est égal à 0, signifie que ceci est égal à 0. C'est-à-dire que cette expression-là est égale à 0, c'est-à-dire que ceci est égal à pi sur 2 plus kpi. Donc, voici l'expression de Tk. Pour que l'énergie cinétique soit maximale. Ça, c'est une constante. On peut la prendre même égale à 0. Troisième question, on fixe sur la partie inférieure de S une pointe verticale de masse négligeable. L'extrémité de cette pointe est animée du mouvement étudié précédemment, c'est-à-dire qu'il y a oscillation, et vient frapper au point P la surface d'une nappe d'eau. Donc lorsqu'elle frappe une nappe d'eau, elle se forme des rides circulaires. Donc l'amplitude des ondes circulaires
concentrique qui se propage à partir de P et A est égal à 5 millimètres. La distance, donc le petit a, c'est la distance qui sépare deux crêtes successives I12. On déduire la longueur d'onde lambda. Et la deuxième question, c'est trouver la vitesse de propagation en fonction de lambda et t, puis calculer sa valeur. Donc on va faire les deux questions. Donc, tout simplement, donc la première question, c'est tout simplement lambda est égal à 12. Donc on a, car la distance séparant deux crêtes, c'est lambda. Donc lorsque la pointe frappe de l'eau, on crée des ondes circulaires qui se propagent à partir du point vers les divers sens. Donc, la distance séparant deux crêtes successives est lambda. Et puisqu'ici, d'après l'énoncé, c'est 12, donc lambda est égal à 12. Donc, B, on a V est égal à lambda sur T. Donc, lambda, c'est 12. Et T, on vient de trouver, est égal à 0,2. Donc, on va trouver que V est égal à 0,6 mètres par seconde. La question numéro 4, on place sur l'eau, à la distance D, à partir de P, un morceau ponctuel de liège. L. L'amortissement des ondes à la surface d'eau est négligeable. Donc la question petite là, quelle est la valeur minimale, c'est-à-dire la distance minimale, quelle est la distance minimale prise par D pour que les vibrations en P et L soient en phase. Donc on a P et L en phase, signifie que la distance PL est égale à K lambda. Donc, puisque il appartient à 1 étoile, donc la valeur minimale, c'est K égale à 1. C'est-à-dire que la distance minimale, ce n'est rien d'autre que lambda, qui est égal à 12 cm. Donc B à un instant T0, on mesure une élongation grand A de la vibration en P. À quel instant T1 après T0, on trouve cette même élongation en L. On exprime T1 en fonction de T0, D, lambda et T. C'est-à-dire que il y a toujours la notion de phase, puisqu'il va retrouver la même élongation. Donc on a D qui est égal à PL est égal à V, facteur de T1 moins T0. Et on a V est égal à lambda sur T. D'où D est égal à lambda sur grand T, T1 moins T0. C'est-à-dire que T1 moins T0 est égal à D fois T sur lambda. Donc, donc T1 est égal à cette expression-là. Donc, tout simplement, ça c'est... Donc, en fonction de... Donc, T1 en fonction de T0, D lambda et T. L'exercice 3. Un réseau par transmission de pas A égale à 10 moins 6 mètres, disposé devant une lentille convergente L.
de distance focale f égale à 10 cm et de foyer image f'. On a éclairé sur incidence normale par un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde lambda est égal à 0,410-6 mètres. Dans le plan focal de la lentille, on a placé un écran. Tous les rayons diffractés dans la direction θ convergent vers le point M d'abscisse X, c'est-à-dire cette distance-là. Ça, c'est la distance focale. Ça, c'est l'angle θ. Donc, donner la relation entre X et θ. Donc, voici le schéma. Donc, voici la distance X. Voici la distance focale. Voici l'angle θ. Le triangle OMF' et les rectangles OF'. Donc, on aura donc sinus de θ, c'est X sur F. Et puisque θ elle est très petit, donc on peut assimiler tangente θ à θ. Donc on aura donc X est égal à θ fois F. Déterminer en fonction de A et θ l'expression de la différence de marche entre deux rayons successifs diffractés dans la direction θ. Donc voici deux rayons, l'un qui gît du point S1 et l'autre du point S2. Donc la différence de marche, c'est S2M moins S1M. On fait la projection de cette partie qui est plus petite. On va trouver cette distance. Ça s'appelle la différence de marche. Donc delta, c'est S2 M2 moins S1M, c'est-à-dire c'est S2N. Et cette distance-là, elle est égale à A sinus θ, car sinus θ est égal à delta sur A, c'est-à-dire que cette partie-là est égale à A sinus θ. Donc voici la différence de marche de deux rayons. Exercice numéro 3, déterminer en fonction de A, K et lambda l'expression de sinus θk. θk étant l'angle correspondant à l'ordre K. Et K, c'est un relatif. On a delta est égal à A sinus θ. Et on a S1 et S2 sont en phase. Donc, c'est-à-dire delta est égal à S1, S2 est égal à K lambda. Donc, on aura donc ce terme-là est égal à ce terme-là. C'est-à-dire que K lambda est égal à A sinus de θk. D'où sinus de θk est égal à K sur A lambda. Quatrièmement, quelles sont les valeurs numériques de tous les ordres possibles? Donc l'ordre ici c'est K. Donc puisque on a sinus θ qui est égal à K lambda sur A, et que sinus θ elle est compris entre moins 1 et 1, donc on va encadrer ce terme-là. Donc puisque c'est donc on tire le K, on va l'encadrer, on va trouver que K elle est compris entre moins A sur lambda et A sur lambda, c'est-à-dire que la valeur absolue de K elle est inférieure ou égale à A sur lambda. Donc K elle prend toutes les valeurs comprises entre moins A lambda et A lambda. Donc moi j'ai pas fait les calculs, moi j'ai pas fait le calcul, mais vous pouvez prendre ici le A. Voici lambda, c'est-à-dire A sur lambda c'est 1 sur 0,4. C'est-à-dire c'est 10 sur 4, c'est-à-dire 2,5. Donc ici on a entre moins 2,5 et 2,5. Donc K
Donc K, elle est entre moins 2,5 et 2,5. Et K, c'est un nombre relatif. Donc, les valeurs possibles sont K appartenant, donc on a moins 2, on a moins 3, on a moins 2, on a moins 1, on a 0, on a 1, on a 2, c'est tout. Donc on a moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc on a 5 valeurs. Donc K, elle appartient à Z. Donc K, elle prendrait les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Cinquièmement, on incline maintenant le faisceau lumineux d'un angle θ 0 par rapport à la normale, au réseau. Que devient l'expression de sinus θk? Donc, si on incline, donc la différence de marche delta entre le rayon K et le rayon d'incidence 0 et delta est égal à A sinus θ moins sinus θ 0, qui est égal à K lambda. C'est la même relation ici, tout simplement. C'est la même relation ici, c'est celle-là. A sinus θk est égal à K lambda. Donc ça, donc c'est tout simplement donc sinus θ K moins sinus θ 0 est égal à K lambda sur A. Donc sinus θ K est égal à sinus θ 0 plus K lambda sur A. C'est comme on a fait un changement de repère. Donc lorsqu'on est incliné ici, c'est comme on a fait un changement de repère. Donc sachant que la tâche lumineuse de l'ordre 2, c'est-à-dire K est égal à 2, correspondant à l'incidence normale du faisceau, c'est-à-dire qu'elle correspondant à l'incidence θ 0. Donc calculer θ 0 en degrés. Avec K est égal à 2, tout simplement on va prendre cette expression-là. Lorsque K égale à 0 ici, ça c'est θ 0 correspondant à K égale à 2. Donc sinus θ 0 est égal à 2 lambda sur A, c'est-à-dire que θ 0 est égal à arc sinus de 2 lambda sur A, ou bien sinus moins 1 de 2 lambda sur A. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à peu près à 53 degrés. L'exercice numéro 4. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène vérifie la relation E d'indice n est égal à moins O0 sur n au carré, où n c'est un entier naturel non nul, et E0 est égal à 13,6 électrovolts. On donne H, qui est la constante de Planck, est égal à 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde. On a la célérité de la lumière et on a un électrovolt est égal à 1,602 10 à la puissance moins 19 joules. Donc la question numéro 1, quelle est l'énergie d'ionisation?
Donc la question numéro 1, quelle est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène quand il a son état fondamental, c'est-à-dire l'état N égale à 1. Donc, l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour l'amener de l'infini à son état fondamental. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour l'amener de l'infini vers l'état fondamental. Donc, EI, l'énergie d'ionisation, est égale à E, l'infini, moins E1. E l'infini, c'est moins au 0 sur l'infini, c'est-à-dire c'est 0. Et E1, c'est, on va remplacer 1 par 1, c'est moins E0 sur 1, c'est-à-dire égal à O0. Donc l'énergie d'ionisation, c'est E0 qui est égal à 13,6 électrovolts. Donc la question 2, déterminer l'expression de la vitesse minimale d'un électron de masse petit m qui rentre en choc avec un atome d'hydrogène au repos et permettant de l'exciter depuis l'état fondamental jusqu'à un niveau correspondant à l'état N, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène est au repos et un électron vient heurter l'atome d'hydrogène pour le faire déplacer de l'état fondamental à un état de niveau N. Donc voici l'atome d'hydrogène. Il y a un électron ici qui vient heurter l'atome d'hydrogène. Donc l'électron, il est soumis à deux forces. Il y a la force électrique, ou bien électrostatique. Il y a une force qui s'appelle la force centripète, c'est-à-dire c'est la force dirigée vers le centre de l'atome. C'est cette force-là, force d'attraction, qui laisse l'électron gravite autour de l'atome, ou bien autour des noyaux. Donc, d'après la loi de Coulomb, donc ça c'est la force électrostatique, c'est-à-dire entre le E, l'électron, et l'électron de l'atome d'hydrogène, car l'atome d'hydrogène possède un électron. Donc il y a une cohésion entre l'électron qui vient pour heurter l'électron de l'atome d'hydrogène. Donc on a E au carré, c'est-à-dire E fois E divisé par 4 pi epsilon 0 R au carré. Donc ça c'est la force électrostatique. Et on a la force centripète dirigée vers le centre, ça c'est mv au carré, c'est-à-dire la vitesse de rotation sur le rayon de courbure, sur R. Donc puisque l'atome est stable, c'est-à-dire que cette force-là est égale à cette force-là, c'est-à-dire que cette expression-là est égale à cette expression-là. Donc on aura ceci. C'est-à-dire que V au carré est égal à cette expression-là. Donc, puisque on n'a pas ici le rayon, on n'a pas ici la masse, donc on va essayer de raisonner autrement. Donc le raisonnement, elle est basé sur ce qu'on appelle l'hypothèse de Bohr. Donc Niels Bohr, c'est celui qui permet la transition de l'état statique vers l'état quantique. Ça, c'est l'étude statique. Donc il nous a dit que ça s'appelle le moment intrinsèque. Donc le M qui multiplie R qui multiplie V, elle est égale à un N qui multiplie H bar. H bar, c'est H sur 2pi. Donc le passage de l'état statique à l'état quantique, ça se fait grâce à cette relation-là. D'où, donc V, on va la remplacer ici
on va trouver que V, donc d'après cette relation-là, on a V est égal à N H bar sur MR. Donc V, il est minimal si et seulement si le N est égal à 1. C'est-à-dire que V minimal, c'est H bar sur MR, avec H bar est égal à H sur 2pi. La question numéro 3a. Déterminer l'expression de la longueur d'onde lambda du rayonnement émis par l'atome d'hydrogène quand il passe de l'état excité, c'est-à-dire à partir de l'état N supérieur ou égal à 2, à l'état fondamental, c'est-à-dire N égale à 1, en fonction de N, H, C et E, 0. Donc, le passage de l'état final à l'état initial est donné par delta E qui est égal à la valeur absolue de l'énergie finale moins l'énergie initiale. Cette expression-là est égale à H nu. Nu, c'est une fréquence, est égale à C sur lambda. Donc, on aura donc la valeur absolue de l'état ou bien de l'énergie finale moins l'énergie initiale est égale à H C sur lambda. On remplace nu par C sur lambda. Donc, on va remplacer maintenant l'énergie finale, c'est moins E0 sur N au carré. Et l'énergie initiale, puisque ici l'énergie initiale, c'est l'état fondamental, c'est-à-dire I est égal à 1. Donc on aura cette expression-là. Donc on va mettre E0 en facteur, on aura cette expression-là. D'où, donc on veut le lambda. Donc lambda est égal à HC sur E0 qui multiplie ce terme-là. La question B, pour quelle valeur de n la longueur d'onde est minimale? On déduit que la valeur numérique de lambda minimale. Donc, ici on voit que, donc, puisque cette relation-là, elle a été rétablie à partir de n est supérieur ou égal à 2. Donc à partir de n est supérieur ou égal à 2. Donc la valeur minimale, c'est n égale à 2. C'est la plus petite valeur de n. Donc n est minimal si, donc lambda est minimal si n est égal à 2. Donc on va remplacer ici n par 2. Donc tout simplement c'est du calcul, on va trouver que c'est égal à 4 tiers hc sur O0. Et on applique, c'est-à-dire on va remplacer le H, le C et le E0 par leur valeur, on va trouver que lambda minimal est de l'ordre de 121 nanomètres.
L'exercice numéro 5. Un condensateur de capacité C égale 100 microfarads est préalablement chargé sous la tension U est égale à 1000 volts. On installe ce condensateur dans un circuit comportant une résistance R et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0. Donc la question 1, à l'instant de la fermeture, calculez la différence de potentiel entre les armatures du condensateur, c'est-à-dire UC de T, et le courant E0 en milliampères dans le circuit. À l'instant où on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0. Donc on a le schéma ici. Donc ça, ce sont les données. Donc le condensateur est chargé sous la tension U égale à 1000 volts. Donc à l'instant de la fermeture de l'interrupteur K, alors UC de T égale à 0, c'est égal à CU0, c'est-à-dire c'est U, qui est égal à 1000 volts. C'est-à-dire que la tension ici, c'est 1000 volts. C'est cette tension-là qui va alimenter ce circuit qui comporte la résistance R. Donc, dans cette maille orientée dans ce sens, on va appliquer la loi d'addition des tensions. On a donc UC de T plus UR de T égale à 0. Et on a la tension au bord de la résistance, c'est R fois I de T. Et on a la charge de l'armature des condensateurs est égale à C UC de T. C'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps, c'est dQ sur dt qui est égal à I de t est égal à C duc sur dt. Donc, on va remplacer dans l'expression ici, donc on a C égale à 0, on traîne, UC on va la garder, et UR de t, on va la remplacer, parce que R c'est R, et le I, on va la remplacer par C duc sur dt. On a une équation différentielle qui a pour variable UC de t. Donc ça c'est facile pour résoudre, donc on va tout simplement prendre ça, les ln et ainsi de suite, donc on a l'habitude de trouver la solution, donc on va trouver l'expression du UC de t. Donc c'est cette expression-là, donc lorsque t égale à 0, on a k égale à U0, c'est-à-dire est égal à 1000 volts. Donc on va remplacer ici, et on a donc UC de t est égal à U0, l'exponentielle de moins t sur tau, avec tau c'est R fois C. Ce qu'on veut, c'est I de t, c'est-à-dire que I de t est égal à C duc sur dt. Donc, on va dériver cette expression-là. Donc, est égal à la dérivée, donc c'est cette expression-là. Donc, en fin de compte, on va trouver que I de t est égal à moins U0 sur R, l'exponentielle de moins t sur tau. À l'instant t égale à 0, donc ça c'est égal à 1, donc il reste moins U0 sur R. Donc, est égal à moins 10, moins 2 ampères, qui est égal à moins 10 milliampères. Donc, le courant, donc la tension U0 est égale à 1000 volts et I0 est égal à moins 10 milliampères. Ça, c'est le courant initial. Et ça, c'est la tension initiale.
La question 2. À l'instant de la fermeture de l'interrupteur, la différence de potentiel entre les armatures du condensateur montre une tendance à la diminution. Donc, elle diminue. Calculer en volts par seconde la pente de la tangente à l'origine de la tension aux bornes du condensateur. Donc, il y a une diminution. Donc, on a UC de t égale à U0, l'exponentielle de moins t sur tau. On va la dériver, on va trouver ce terme-là. Donc, puisque la différence de potentiel aux armatures du condensateur est en diminution, donc la pente de la tangente, c'est P égale à moins DUC sur DT. C'est un moins. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là, il devient positif. Donc ça, à l'instant t égale à 0, donc on va remplacer t égale à 0, on va trouver que t égale à U0 sur tau. Et tau c'est R fois C, donc on va trouver que la pente est égale à 100 volts par seconde. Donc P, c'est moins du UC sur DT qui est égal à U0 sur RC qui est égal à 100 volts par seconde. La question numéro 3, la différence de potentiel UC d'indice 10 en volts, c'est-à-dire à l'instant t égale à 10. Puis, on va calculer encore à l'instant t est égal à 50. Donc, comme ce sont des applications numériques. Donc, on a UC de t est égal à cette expression-là. Lorsqu'on remplace t par 10, on va trouver que est égal à 370 volts. Et lorsqu'on va remplacer par 50, on va trouver qu'il est égal à peu près à I de 50 est égal à moins 70 microampères. Donc c'est des calculs si tu veux, normalement, donc ça ne pose pas de problème. Donc on a l'expression du UC de T et on a l'expression du I de T. Donc l'exercice 6, la partie A. La radioactivité est utilisée dans le traitement des tumeurs et des cancers. Donc ça c'est la radiothérapie. Donc tout simplement, donc on va utiliser le cobalt 60 qui est désintégré en émettant un bêta-. On a la constante de radioactivité. Donc on veut écrire l'équation de désintégration du cobalt 60. On suppose que le noyau fils est produit dans un état excité, c'est-à-dire que l'élément qu'on va trouver, elle est lui-même radioactif. Donc ils ont donné ce tableau-là, extrait de la classification périodique ou bien du tableau de Mendeleïev. Donc ça c'est facile normalement, donc ça on utilise ce qu'on appelle la loi de Soddy. Donc on a le cobalt, elle donne un élément, ça c'est bêta-, c'est-à-dire c'est l'électron 0-1, et ça c'est gamma. Donc puisque comment dirais-je, l'atome fils, elle est radioactive, c'est-à-dire que pour qu'elle devienne stable, elle doit émettre un rayonnement gamma. Donc ici on a 60, donc est égal à B plus 0. Et on a 27, c'est égal à A moins 1. Donc ici B est égal à 60 et A est égal à 28. Donc c'est-à-dire que le X, c'est 28, c'est-à-dire
Z égale à 28 et A égale à 60. Donc, on va trouver que c'est l'atome du nickel. Donc, c'est-à-dire que l'équation, ça s'écrit comme cobalt 2760, c'est nickel 2860 plus bêta moins plus gamma. Donc, voici l'équation de la désintégration. Donc, on a la constante, donc ils ont donné la constante d'Avogadro, la masse molaire et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des données. Donc, un centre hospitalier reçoit un échantillon de cobalt 60. Donc, la question de 1, déterminer le nombre N0 de noyaux contenus dans l'échantillon de 1 microgramme à l'instant de sa réception dans l'établissement hospitalier. Donc, on sait que le nombre de moles, c'est N0 sur Na. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Et le nombre de moles, elle est égal à la masse de l'échantillon sur sa masse molaire. Ainsi donc, N0, c'est Na qui multiplie N de cobalt sur sa masse molaire. Donc, application numérique, on va trouver que N0 à peu près est égal à 10 à la puissance 16. Donc ça, c'est le N0 qui a été reçu dans l'hôpital pour traiter les tumeurs et les cancers. La question de 2, donnez l'expression l'ion D de N, D de T, lambda et N, dans laquelle N représente le nombre de noyaux encore présents dans l'échantillon à l'instant de date T et Dn étant le nombre de désintégrations pendant une courte durée D de T. Donc on a la fameuse relation D de N sur D de T est égal à moins lambda N de T. Donc ça c'est la relation connue. Donc qui relie le Dn, le Dt, lambda et N de T. On déduire l'expression de Dn en fonction de dt, lambda, N0 et t. Donc, on a d de n sur dt égale à moins lambda, n de, donc, on a d de n sur dt égale à moins lambda, n de t. C'est-à-dire que dn de t est égal à moins lambda, c'est-à-dire que dn de t sur n de t est égal à moins lambda, d de t. Donc après intégration, on va trouver que la fameuse relation, donc c'est connu, c'est que n de t est égal à k, l'exponentielle de moins lambda de t. À t égale à 0, k égale à 1, 0. Donc on va remplacer ici, on va trouver que n de t est égal à 1, 0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc on va dériver cette expression-là. Donc la dérivée donc d de n de t, c'est la dérivée de ce terme-là. Donc c'est tout simplement égal à moins lambda 1, 0, l'exponentielle de moins lambda de t, d de t. Donc on a une relation entre d de n, le lambda 1, 0 et d de t.
Maintenant, le technicien du laboratoire est chargé de contrôler cette source tous les ans à l'aide d'un compteur. Il détermine le nombre de désintégrations qu'un échantillon radioactif produit par seconde. Son nombre est appelé activité A, définie par A est égal à moins D1 sur DT. L'activité peut se mettre alors sous la forme A est égal à A0, l'exponentielle de moins lambda de T. Donc, la question de 4 vaut littéralement A0. Donc, A0, c'est tout simplement l'activité à l'instant T égale à 0. Donc, on a cette relation-là, c'est-à-dire que A0, elle représente l'activité de l'échantillon à T égale à 0. Donc, on a tracé une courbe ici. Donc, ln de A en fonction de T. On trace à l'aide d'un logiciel approprié le graphe du logarithme de l'activité A en fonction de temps. On a cette droite. Donc, exprimer ln de A en fonction de T, lambda et A0. Donc, on a cette relation-là. Donc, on va tout simplement prendre le ln des deux termes. Donc, on a ln de A de T, c'est ln de ce terme-là qui est égal à ln de ce terme-là, plus ln de ce terme-là. Donc, ça, c'est ln de A0, ça, c'est moins lambda de T. Donc, on a ainsi ln de A de T est égal à ln de A0 moins lambda de T. Donc, ça, c'est tout simplement à partir de cette relation-là. Maintenant, pour l'exercice de 6, on détermine graphiquement la valeur de la constante de désintégration radioactive lambda. Donc la question de 6, déterminer graphiquement la valeur de la constante de désintégration radioactive lambda en moins 1. Donc on a cette relation-là, ça c'est pour tout simplement l'exploitation de cette relation-là. Et on a, d'après la courbe ici, si t est égal à 3 ans, on a ln de A est égal à 17 moins 1. Et si t est égal à 7 ans, alors on a ln est égal à 13,6. Donc on a 2 points. Donc on a ln de A 3 ans, c'est 17,1. Si t est égal à ln de A0 moins 3 lambda. Et on a cette expression-là. Donc, on va prendre le 1 moins 2, donc on se débarrasse de ce terme-là. Elle reste 17,1 moins 16,6 est égal à moins 3 lambda moins 7 lambda, c'est-à-dire 4 lambda. D'où lambda est égal à 17,1 moins 16,6 sur 4, c'est-à-dire c'est 0,5 sur 4, c'est 0,125 en moins 1. L'exercice 2, 7, donner la relation entre T1 demi et lambda. Donc, on a T1 demi, c'est le temps où le nombre de désintégration est égal à le nombre primitif sur 2. C'est-à-dire à T est égal à T1 demi, N est égal à 1,0 sur 2. Donc, on va remplacer dans cette équation-là. On va remplacer N par 1,0 sur 2 et T par T1 demi. Donc, on a donc 1,0 sur 2 est égal à 1,0 E moins lambda T1 demi. Donc, on simplifie par 1,0. Elle reste 1 demi est égal à l'exponentielle de moins lambda T1 demi. Donc, ln de ce terme-là est égal à ln de ce terme-là. Donc, ça nous donne moins ln de 2, car ln de 1, c'est 0.
Et ça nous donne moi lambda T1 demi, c'est-à-dire que lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi, ou bien T1 demi est égal à Ln de 2 sur lambda. Donc, calculer T1 demi en secondes, on donne un an est égal à 3,156 qui multiplie 10 à la puissance 7 secondes. Donc, on a T1 demi est égal à Ln de 2 sur lambda. C'est-à-dire Ln de 2, c'est 0,7. Ça, on a trouvé qu'il est égal à 0,125 en moins 1. Donc, on va remplacer le 1 par 3,150. On va remplacer 1 par 3,165 10 à la puissance 7. Donc, après calcul, on va trouver qu'il est à peu près égal à 1,8 10 moins 7 secondes. Ou bien 0,18 microsecondes. Donc la question B, donc on a l'uranium 235. Donc la question 3, lorsqu'une particule alpha frappe un noyau de beryllium Be4,9, un neutron est émis. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire, décrire le nucléide restant. Donc on a le beryllium qui était en cohésion avec un atome de l'hélium, c'est-à-dire ça c'est alpha. Elle va nous donner donc, lorsqu'on va prendre ce terme-là, par conservation du nombre atomique, donc par conservation de Z et de A, d'après la loi de Soddy, alors on a ici 9 et 4, ça fait 13, et on a ici 4 et 2, ça fait 6. Donc c'est tout simplement, parce que 9 avec 4, c'est 13. Donc ça, c'est tout simplement, on est ici. Donc ici, c'est... Donc ça, c'est 12. Donc ça, c'est 12 plus N1, 0. Donc ici, on a 12. Donc ça, c'est un isotope de l'atome de carbone, ou bien c'est l'atome de carbone. Donc le beryllium, confronté par le rayonnement alpha, ça c'est alpha. Alpha, c'est... Elle va donner donc le carbone plus un neutron. Donc ça, c'est le carbone, ou bien c'est l'isotopes, parce que le carbone, il y a le carbone 13, 14, et ainsi de suite. Donc le 6 reste constant, mais ici, le nombre, ici le nombre de masse, il change. Et 12, ça c'est le carbone, et il y a encore le carbone 13, le carbone 14. Donc lorsqu'un neutron frappe un noyau d'uranium 92-235, il se produit une fission. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire si les produits de la fission sont le SR et le XE.
Donc on a une fission, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'équation, ça s'écrit de l'inverse, puisque c'est une fission. C'est pas une fusion, c'est une fission. Donc, on a donc le xénon. On a ici le xénon 54-140 plus le strontium 38-94 plus, ça ce sont tout simplement pour équilibrer cette équation-là. Puisqu'ici on a 235, ici on a 140 plus 94, ça nous donne 234. Ici on a 235. Donc 235 plus 1 c'est 236. Et 234 plus 2 c'est 236. Donc ça c'est équilibré. Ici on a 54 plus 38 c'est 92. Donc ça, c'est l'équation de la fission de l'atome de l'uranium 92-235. Les produits de la fission sont radioactifs et se transmettent la question 5, les produits de la fission sont radioactifs et se transmutent en d'autres produits radioactifs. L'ensemble de tous ces produits de la fission constitue les déchets radioactifs. Parmi les déchets, on trouve le strontium SR de demi-vie, 25 ans, et le césium 137 de demi-vie, 33,333 ans. Un déchet contient 8 mg de strontium et 8 mg de césium. Quelle quantité en milligrammes de ces éléments restera-t-il dans ce déchet un cycle, c'est-à-dire après le passage de 100 ans? Donc les déchets résultants sont le SR et le SC. On a 8 mg de SR et on a 8 mg de CS. On a la relation N de T est égale à N0, E moins lambda de T. Donc on a N sur NA est égal à la masse sur la masse. Ça, c'est le nombre de moles. C'est-à-dire que N de T est égal à M sur Mn de A. Et on a N0 est égal à M0 sur Mn de A. Donc, on divise ces deux relations, on va trouver que M est égal à M0, l'exponentielle de moins lambda de T. Donc, au lieu de N, on va travailler avec le M. Donc, la quantité restante de SR, c'est M0 moins M0, l'exponentielle de moins lambda de T. C'est-à-dire, c'est M0 facteur de 1 moins E moins lambda de T. Donc, on va remplacer donc M0, c'est M, c'est puisqu'on a 8 mg, c'est-à-dire 8, 10 moins 3, facteur de 1. Ça, c'est tout simplement, on a lambda est égal à moins 0,125 ans et on a T est égal à 100 ans. Donc ça, c'est 100 fois 0,125, c'est-à-dire c'est 12,5. Donc, après calcul, on va trouver qu'il reste M, c'est à peu près égal à 8, 10 moins 3, c'est-à-dire à peu près égal à 8 mg. Donc, de la même façon, puisqu'il contient la même masse, 8, 8, donc on va trouver encore que ce qui reste, c'est 8 mg. C'est-à-dire que le résidu restant, c'est 2 fois 8 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 16, 10 moins 3 grammes ou bien 16 mg. C'est-à-dire, autrement dit, le SR et le césium ne sont pas des éléments radioactifs. Ils ne peuvent pas se désintégrer au fil du temps. C'est-à-dire que ça et ça,
ne sont pas radioactifs. Donc on conclut que le résidu est non radioactif puisque sa masse initiale reste inchangeable. Donc on a 8 mg de césium et 8 mg de strontium, donc il reste 8 c'est-à-dire 16. La question C. Un centrale nucléaire de type PWR utilise comme combustible l'uranium U-92-235. Donc la question 6. Un noyau d'uranium 92-235 peut absorber un neutron. Parmi les réactions possibles, il y a celles où apparaissent deux nucléides radioactifs, donc le baryum et le krypton. Écrire l'équation de cette réaction, s'agit-il d'une fission ou bien d'une fusion nucléaire? Donc on a l'uranium, elle nous donne le baryum et le krypton, avec libération de l'énergie, H nu. Donc, cette équation-là, on l'équilibre grâce à la loi de Soddy, c'est-à-dire on conserve le nombre de protons et on conserve le nombre de masses. On a cette équation-là. Donc il s'agit d'une fission nucléaire. Pourquoi une fission? Car à partir de l'atome lourd, ça, sous l'impact d'un neutron, il se brise pour donner des noyaux plus légers. Donc ça, c'est une fission. Donc la fusion, c'est le contraire. À partir de deux atomes légers, il se forme un atome lourd. Donc maintenant, c'est le contraire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fission nucléaire. La question 7. Chaque noyau d'uranium 235 libère en moyenne une énergie de 200 MeV. Au cours de la réaction précédente, 30% de cette énergie est transformée en énergie électrique. Une tranche du centre nucléaire de type PWR fournit une puissance électrique de 920 MW. Calculée en kilogrammes, la consommation journalière de l'uranium. Donc, calculer en kilogrammes la consommation journalière de l'uranium 235 de cette centrale. On donne la masse d'un noyau d'uranium 235 à peu près est égal à 235 U, avec NU est égal à 1,66 10-27 kg. Et on a un électrovolt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc on a la masse de l'uranium U-235 est égal à 235 U. Et un U est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27. Donc on a la masse est égale, cette expression-là en kilogrammes. L'énergie électrique, tout simplement, l'énergie ici, on va prendre tout simplement 30% qui était transformé en énergie électrique. C'est-à-dire c'est 30 divisé par 100, qui multiplié 200. Donc 200 méga électrons, 1 méga c'est 10 à la puissance 6. Et électrovolt, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc aussi on a 200 mais on a ici 200 millions d'électrovolts, c'est-à-dire c'est 200
fois 10 à la puissance 6 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc la propriété égale à 10 à la puissance moins 12 joules. Donc la puissance produite, on a, c'est le produit, donc la puissance elle est de l'ordre de 920 millions de watts, c'est-à-dire 920 10 à la puissance 6 watts. Donc la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. C'est le T, c'est T1 demi. Donc T1 demi, c'est l'énergie électrique sur la puissance. Donc est égal à cette expression-là sur celle-là. Donc à peu près est égal à 10 à la puissance moins 21 secondes. Donc T est égal à une journée. Parce qu'on voit donc dans kilogramme consommation journalière. Donc un jour, c'est 24 heures. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc ça, donc une journée, c'est 86 400 secondes. D'où, donc la masse, on a m de t égale à m0, l'exponentielle de moins lambda de t. Donc ceci est égal à m0. Donc lambda c'est moins ln de 2 sur t1 demi. D'où, donc la masse d'une journée, c'est tout simplement, on a 235 qui multiplie 1,66 10 à la puissance moins 27. Ça, c'est 0,7. T1 demi, c'est 10 moins 21. Et T, c'est 86 400. Donc, tout simplement, on va faire le calcul. Ici, on va trouver. Donc ça, elle va nous donner la masse journalière de l'uranium en question. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.